Radio UDFM 98 ou Radio UDFM 98.fr, nous retrouvons Gérard Vespierre, analyste géopolitique, pour la deuxième partie de ce numéro 4 de notre nouvelle émission Décryptons le monde. Cette fois, nous changeons profondément de domaine de réflexion puisque nous allons aborder le domaine militaire et de la défense. Depuis de nombreuses années, on entend évoquer la question de la défense européenne et plus précisément la défense européenne autonome. Le précédent président américain avait beaucoup aidé à alimenter le débat. Le président de la République française avait, lui, poursuivi avec sa célèbre phrase sur l'OTAN en état de mort cérébrale. Quels sont donc, Gérard Vespierre, les premiers éléments de réflexion que vous pouvez nous apporter à ce sujet ? Alors, s'il est un sujet complexe, c'est bien celui-ci, puisqu'il y a déjà une défense OTAN en place et un grand nombre de pays impliqués. Donc, devant des sujets complexes, il faut essayer d'avoir des approches simples. Et quand on réfléchit à la dynamique du sujet militaire, on s'aperçoit que finalement, la guerre, et la formule est célèbre, c'est la diplomatie qui continue par d'autres moyens. Donc, si on veut réfléchir profondément à l'aspect militaire des choses, ne faut-il pas commencer par réfléchir à l'aspect diplomatique et stratégique de la situation européenne? Donc, c'est, je crois, ce grand exercice que l'Europe devrait faire au préalable, c'est de se poser la question: quels sont nos intérêts stratégiques et quels sont nos intérêts stratégiques communs? Alors, c'est un exercice compliqué parce que quand vous regardez les grands pays ou les groupes de pays, vous avez l'Allemagne. L'Allemagne, elle a un regard continental. Elle a un regard tourné vers l'Est, n'est-ce pas? Et ce n'est pas simplement l'histoire du XXe siècle, c'est sa stratégie historique. Elle a un regard tourné vers l'Est et vers le Sud-Est, d'où c'est percé en Turquie, c'est percé en Iran. Donc, voilà, vous avez une vision continentale. À l'opposé, vous avez la situation française qui a une vision océanique par l'histoire de la France et de son empire. Vous avez une vision africaine de la France. Bon, donc il est bien évident que là nous avons des grandes différences. Vous regardez l'Italie, eh bien l'Italie a une vision des côtes de l'Afrique du Nord avec la Tunisie, la Libye, voilà, c'est ses voisins proches. Vous regardez la Scandinavie, la Scandinavie, elle est préoccupée par la Russie, mais elle n'est pas forcément préoccupée par l'océan et pas préoccupée par l'Afrique. Donc vous avez cette multiplicité de pôles auxquels vient se rattacher bon an, mal an, l'Angleterre, même si, ou la Grande-Bretagne, même si effectivement elle a des positions vis-à-vis de l'Union européenne qui ont changé, mais elle fait partie géographiquement de notre zone. Donc là aussi, elle a un regard océanique. Donc il faut que nous ayons cet exercice de savoir quels sont les véritables enjeux quand on regroupe la totalité de ces visions, quelles sont les trois priorités absolues. Et si on fait cet exercice, si ensuite on se préoccupe de dire quels sont les oukases, les éléments de rupture qui feraient que nos intérêts vitaux allemands, les intérêts vitaux français, les intérêts vitaux italiens, les intérêts vitaux hollandais sont en jeu. Quels sont ces éléments-là? Et il faut aussi faire ce travail de façon à faire converger ces deux analyses. Et à partir du moment où vous avez un corpus diplomatique européen approuvé et clair, vous pouvez seulement et seulement à ce moment-là vous pencher sur la défense. En somme, vous êtes en train de nous poser les fondamentaux d'un préalable acquis, et ce qui ne semble pas être une mince affaire. Comment faire évoluer les choses? D'où partons-nous avec le parapluie de l'OTAN? Nous partons déjà avec une grande histoire. L'OTAN, c'est 1949. Nous partons avec une grande géographie. L'OTAN, c'est du Canada, les États-Unis jusqu'à la Pologne.
Donc c'est une énorme zone géographique, et c'est aussi entre 900 millions à 1 milliard de citoyens. C'est énorme, on ne le dit pas assez, on ne le dit même pas du tout. Donc vous avez cette structure en place qui donc a une puissance exceptionnelle, puisque aux 1500 têtes nucléaires américaines prévues dans les traités avec la Russie, s'ajoute la force de frappe anglaise et la force de frappe française, donc on est dans les 2000 têtes nucléaires. Bon. Donc on a là une architecture historique, une architecture géographique et une architecture nucléaire, à côté de laquelle on veut essayer de bâtir quelque chose d'autre. Donc voilà, l'enjeu est vraiment compliqué, parce que le parapluie otanien est puissant, et il est à l'échelle de la menace. Parce que la menace ou l'adversaire potentiel, en étant prudent et diplomate, que représentent les têtes nucléaires russes, appelons un chat, eh bien là, de l'autre côté, il y a 1500 têtes nucléaires aussi. Donc si vous voulez parler raisonnablement à quelqu'un qui a 1500 têtes, il faut que vous ayez aussi de votre côté le même nombre, voire plus. Or, donc là, on touche à un des aspects très délicats de la défense européenne autonome, c'est que si on regroupait par un coup de baguette magique la force nucléaire française et la force nucléaire anglaise, eh bien, on serait à peine au tiers de la puissance russe. Donc, comment négocier avec Moscou quand vous avez le tiers de la puissance de l'autre côté de la table ? Voyez-vous, donc voilà les grands enjeux géopolitiques, militaires, nucléaires de ce débat. Oui, et on peut se demander comment, à partir des dimensions que vous venez de nous décrire, est-il possible de faire bouger les lignes et regarder depuis Bruxelles vers une défense européenne ? Alors, je crois qu'il est nécessaire d'avoir une stratégie des petits pas, pour s'inspirer d'une célèbre formule d'un non moins célèbre diplomate américain, Henry Kissinger. Et l'Europe s'est faite par le commerce, la communauté de charbon et de l'acier. Et puis si on remonte plus loin, dans le Moyen-Âge, etc., il y avait une structure européenne faite par les marchés, les ports. Donc l'Europe est née avec le commerce. Donc il y a vraisemblablement une nécessité, une impérieuse nécessité, d'organiser notre commerce militaire. Et qu'est-ce que c'est que le commerce militaire ? Eh bien, c'est la structure de l'industrie de défense européenne. Donc là, il faut effectivement que les Européens, si il y a une volonté d'envisager, je ne dis pas d'aboutir, mais d'envisager une défense européenne autonome, il faut commencer par rationaliser et monter en puissance dans l'outil industriel de défense, donc qui est à même aussi de regarder le futur avec les nouvelles technologies de défense. Donc les choses là bougent. Il y a un programme important sur les équipements de l'armée de terre. L'équipement principal de l'armée de terre, eh bien, ce sont bien sûr les chars. Et il y a donc un programme entre l'Allemagne et la France, le MGBS, donc, qui est destiné à créer un char commun de nouvelle génération. Donc là, on est avec les industriels concernés, Rheinmetall, Nexter, vraiment dans la bonne direction. Et on est aussi dans la bonne direction dans le domaine aérien. Les négociations sont difficiles entre l'Allemagne et la France sur le SCAF, donc le système de combat aérien du futur, avec une architecture d'assaut et puis donc des industriels autour. Mais voilà deux domaines dans lesquels nous avons vraiment des actions à mener de façon à structurer, à offrir des matériels communs, à être puissamment présents à l'export,
puisqu'on voit que un marché militaire n'est jamais un marché national. Il faut que ce soit un marché mondial. On voit les ventes du Rafale à l'international, nous en sommes très contents et ça apporte de l'emploi et des revenus. Donc il faut avoir une présence mondiale avec des matériels de pointe et aussi mettre en avant des nouvelles technologies. Je pense en particulier au laser, où la France a une carte importante à jouer. Merci beaucoup Gérard Vespierre de nous avoir fait traverser avec des mots et des faits aussi clairs un domaine trop souvent réservé et cantonné aux initiés. Un ensemble tel que l'Union européenne ne peut se soustraire aux interrogations sur sa défense, et vous nous avez fait découvrir le long et sinueux chemin à parcourir avant d'atteindre ce but. Chers auditeurs, c'est la fin de ce numéro 4 de notre émission, mais Gérard Vespierre et moi vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, jeudi 8 avril à 9h30, pour un nouveau Décryptons le monde.